Podcast Français Minute, petite rencontre en français facile avec Mathias. Épisode 1. Pour soutenir nos créations, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne qui regorge de contenu pour pratiquer le français sans pression. Bonjour chers pratiquants de français et bienvenue dans l'épisode 1 du podcast Petite rencontre en français facile. Ce podcast a pour objectif de vous faire rencontrer différents types de personnes, de professions différentes, mais toujours en français facile. La rencontre sera organisée en 3 moments. Nous commencerons par un entretien dirigé pour connaître l'identité de notre invité. Puis nous continuerons par des questions de communication pour découvrir son parcours. Et enfin, notre invité utilisera son expérience pour vous aider avec quelques conseils originaux. Je m'appelle Mathias et je suis ravi de vous présenter ce premier épisode. Voici l'entretien dirigé. Nous allons apprendre à connaître l'identité de notre invité. Je vais lui poser des questions simples. Alors d'abord, bonjour. Bonjour Mathias, Alors, comment tu t'appelles je m'appelle Kim, KY, et mon, quel est ton nom de famille? et mon nom de famille est Nguyen, Nguyen. D'accord, très bien. Et quel âge as-tu? Quand es-tu né? J'ai 26 ans, je suis né en 1997 à D'accord. Long. À Dong Nai. D'accord. Dong Nai, c'est dans quel pays? Long Nai est la province au Vietnam, D'accord. environ 80 kilomètres de Ho Chi Minh Ville. Très bien. Et quelle est ta nationalité? Qui? Je suis vietnamien. Mhm. Aujourd'hui, quelle langue parles-tu? Aujourd'hui, je parle le vietnamien, l'anglais, le français et un petit peu japonais. Ah, excellent. Et où tu habites en ce moment? En ce moment, j'habite à Paris pour poursuivre mes études. Très bien. Tu habites au centre de Paris? Non, j'habite pas au centre de Paris, au sud de Paris, environ 8 kilomètres du centre. D'accord, très bien. Et quelle est ta situation familiale? Je suis célibataire. D'accord. Et alors, dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton occupation principale? Dans la vie, principalement, je, je fais actuellement une thèse en informatique et je suis en ma 3e année de thèse et je la finirai d'ici fin 2024. D'accord, très bien. Et alors, à côté de tes études, je suppose que tu as des loisirs. Quels sont tes loisirs de tous les jours pour te détendre, pour te cultiver? Oui, en effet, je fais du sport. Par exemple, je joue du ping-pong. Je danse aussi. Avec mes amis, on fait de la salsa. Et je lis. Tu lis en quelle langue? Je lis en vietnamien, en anglais, en français aussi. Malheureusement, je n'ai pas assez de niveau pour lire en japonais. D'accord. Et quel type de livre tu aimes? Moi, personnellement, j'aime bien les romans. Euh, Par exemple, en ce moment, je lis un roman de Dostoïevski, Les Frères Karamazov. J'aime aussi des essais assez philosophiques dans la ligne de Wittgenstein
une institution. Très bien. Excellent. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de ce podcast. Ce sont des questions de communication. Ici, nous allons répondre un peu plus longuement, un peu plus librement, hein, comme dans une discussion normale, d'accord? Et je vais te poser des questions pour parler de ton parcours passé, de ton présent, mais aussi de ton futur. D'accord, Qui? D'accord. Alors, d'abord, d'où viens-tu exactement? Où as-tu grandi? Comment s'est passée ta jeunesse? Quel type de personne étais-tu quand tu étais enfant, adolescent? Où as-tu étudié? Raconte-nous. Je suis né à Donghaï et la plupart de ma jeunesse euh, s'était passée là-bas. D'accord, Et dans mon adolescent, je dirais, je suis assez prudent, pas trop de bêtises. Je me suis concentré sur mes études. Et après mon lycée, euh, j'ai passé le concours d'entrée à l'université polytechnique de Ho Chi Minh Ville, d'accord. Bac 3 Ho Chi Minh. Et, et donc, j'ai passé 3 ans là-bas en informatique. Et ensuite, je suis venu en France pour mes études Ah, à l'ENS, École d'accord. normale supérieure. Alors, ta vie par exemple, j'aimerais revenir sur ta vie à Dong Nai, dans ta ville natale. C'est quel type de région là-bas? Je suis grandi dans un village à l'époque. Il s'appelle Langham. D'accord. Maintenant, il est devenu une ville, Ah, mais ouais. Il y a 15 ans, il était assez petit. d'accord. Donc, c'était un village de campagne. Oui, je dirais plutôt de campagne. Ouais. D'accord. Ok. Et donc, ensuite, ta vie universitaire au Vietnam, à l'université de Polytechnique, comment ça s'est passé là-bas? Au sujet de ma vie universitaire, l'université polytechnique de Ho Chi Minh Ville, il est à grande université, une grande université, avec beaucoup d'étudiants de plusieurs provinces de Ho Chi Minh Ville et dans, le, dans les régions près de Ho Alentour. Chi Minh Ville, Mhm, alentour. mhm. Et dans mes expériences personnelles, je dirais que la vie étudiante là-bas était sympa, était agréable. On a une très bonne qualité de cours, mais aussi plusieurs activités hors cursus. Donc, c'est-à-dire des activités pour les étudiants étudiantes puissent se connaître entre eux. Ça, c'est bien. Mhm. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est... Alors, tu as dit que que après ton expérience dans cette université de Polytechnique à Ho Chi Minh Ville, tu as déménagé à Paris. Est-ce que à Paris, tu as retrouvé ce type d'activité hors cursus pour mieux connaître les étudiants qui étudient avec toi? Dans mon cas, ça m'a pris pas mal de temps de, de m'habituer avec la vie étudiante à Paris Mhm. pour plusieurs raisons. D'abord, la langue. À Paris, on parle couramment le français. Et Même,
avant d'arriver à Paris, est-ce que tu parlais déjà français? Avant, avant mon voyage en France, j'ai passé 7 mois avec toi pour préparer la langue et Voilà. j'étais très content. C'est pour ça Merci d'ailleurs. encore. Je t'en prie, et c'était un plaisir pour moi. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on se tutoie avec qui? Parce que on se connaît depuis très longtemps et j'ai été son enseignant de français. Et donc, en effet, je me souviens, tu as appris le français pendant 7 mois intensivement avant d'aller à Paris dans le but d'améliorer ton français avant de déménager, n'est-ce pas? Exactement. Mhm. Et donc, tu dis que l'adaptation a été difficile, donc à cause de la langue, parce que tu ne parlais pas encore couramment français. Exactement. Et de plus, il y a- il avait aussi des différences culturelles parce que, grosso modo, le système d'éducation française est très différent de celui vietnamien. Et donc, il y a beaucoup de choses pour les étudiants à s'adapter. Par exemple, les démarches administratives, comment les examens et l'évaluation du cours se passera. Et il y a aussi les interactions entre les étudiants étrangers et étrangères avec les étudiants français. Ça, c'est assez délicat. Pourquoi c'était délicat? Hmm. Disons, euh, en entrant à l'université en France, par exemple à Paris, les étudiants et étudiants français, ils ont déjà des groupes euh, entre eux, euh, depuis le lycée, depuis le collège. Mhm. Et pour un nouveau ou une nouvelle étudiant étranger, étrangère, ça prendra du temps pour construire une base de confiance, pour, 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 pour établir des collaborations Bien sûr, avec, pour entrer dans le groupe. Hmm. exactement, oui, pour Mhm. s'intégrer. Pour t'intégrer. Donc, l'intégration n'était pas tout de suite facile, avec en tout cas des étudiants français et avec les autres étudiants étrangers. Est-ce que vous avez réussi à créer un groupe entre vous? Oui, effectivement, avec les autres étudiants étrangers, on a créé un groupe solidaire pour les étudiants et étudiantes étrangers à mon université, à mon école, euh, pour s'entraider avec les démarches administratives, avec les cours, avec les problèmes linguistiques de la langue. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Très bien. Et à cette époque, quand tu es arrivé à l'ENS, c'est ça, à l'École normale supérieure de Paris, où habitais-tu? Quand je suis venu à l'ENS, j'habitais dans le 5e arrondissement de Paris, Oui. dans l'intérieur de l'ENS, au camp Saint-Roudine, juste à côté du Panthéon. C'était D'accord. sympa. Ah ouais, c'est un beau quartier, très beau quartier. Exact. Et alors, aujourd'hui, maintenant, ça fait combien de temps que tu habites en France? Si je ne me trompe pas, ça fait déjà presque 5 ans et demi, presque 6 ans Presque que je suis 6 en ans. France. Oui. Ça fait longtemps. Ça ne nous rajeunit pas. Et donc, aujourd'hui, à quoi ressemble ton cadre de vie? Quelle est ta situation d'étudiant en thèse? Comment s'organise ta vie quotidienne? Et aussi, comment profites-tu de ton temps libre quand tu en as?
D'abord, sur le cadre de ma vie. Donc, administrativement, le statut d'étudiant en thèse, c'est compliqué. Mhm, Parce que à la fois, on est étudiant, parce qu'on s'inscrit avec l'université pour écrire une thèse, mais à la fois, on est aussi des employés. On a un salaire, on devrait payer des impôts, mhm, et ça complique des choses. Parce que avec un statut assez ambigu comme ça, il a un certain niveau de précarité. Voilà. Euh, et donc, comment je m'organise ma vie professionnelle et ma vie personnelle en même temps. D'abord, j'essaie toujours de mettre à côté tout le temps pour moi-même. C'est-à-dire tout le temps libre au week-end, dans les soirées, pour lire, pour me détendre après une journée bien chargée de mon travail. Et j'essaie aussi de faire des amis avec, avec quelques d'autres étudiants en thèse à l'ENS. Et, on partage nos expériences. Parfois, on va boire des verres ensemble. Et, et sinon, on essayait aussi d'organiser des événements conviviaux pour l'équipe. Par exemple, en ce moment, on organise un séminaire pour les doctorants du département. Pas seulement à l'objectif de discuter des sujets de recherche, mais aussi de discuter des sujets hors recherche, par exemple de la vie quotidienne, comment ça va, les thésards, ça, ça me aussi important, ce genre de questions. mhm. Excellent. Et alors, j'aimerais revenir sur le caractère précaire des étudiants en thèse dont tu parles. Quelles, quelles sont les plus grandes difficultés que tu rencontres à cause de ce statut précaire en France actuellement? Donc, à ma connaissance modeste, je dirais, il y a deux choses principales qui, qui constituent cet aspect de précarité. D'abord, le contrat doctoral, c'est un contrat d'une durée déterministe. En français, on dit un contrat CDD, Mhm. Un contrat à durée déterminée. déterminé. Oui, Mhm. merci. Et donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas une poste de travail stable parce que le contrat est à une durée déterminée. Si le contrat se termine, c'est fini. Mhm. Voilà. Ça concerne la durée du contrat. En outre, le salaire des doctorants en France est assez bas. Euh, je, je cache pas cet aspect. Il est assez bas. Et est-ce que il te permet de subvenir à tes besoins et à ta vie en France? Ou est-ce que tu dois, par exemple, travailler à côté ou... Euh, Effectivement, avec ce salaire, ça ne me permet pas d'habiter en Paris. Ça, c'est trop cher. C'est pour ça que actuellement, j'habite loin du centre de Paris, au sud du Mhm. centre. Et tout à fait, euh,
je me suis engagé aussi dans d'autres travaux. Par exemple, j'enseigne des TD, des travaux dirigés d'ailleurs dans des autres Mhm. universités, pardon. Mhm. Et oui, ça me donne peut-être plus d'argent pour survivre. Pour survivre. Oui, Ouais. C'est vrai que c'est une vie. La vie étudiante, parfois, moi et John, nous essayons d'expliquer aux étudiants les plus jeunes qui pensent parfois que une fois arrivés en France, la vie va être beaucoup plus facile. Et nous essayons parfois de leur expliquer que le statut des étudiants en France est très précaire. Et c'est pour ça que ton témoignage est très intéressant à ce sujet. Donc, merci de partager cela avec nous. je Euh, le, la dernière question de ces questions de communication, ça va être plutôt sur ton futur. Donc, quelles sont tes ambitions pour le futur? Donc, tu as bientôt fini ta thèse, tu as bientôt fini tes études. As-tu des projets particuliers? Que souhaiterais-tu faire dans les prochaines années? Donc, après ma thèse, je chercherai plutôt de postdoc ici en France ou d'ailleurs en Europe. Et en même temps, Tu, tu peux expliquer qu'est-ce que c'est un postdoc à nos étudiants? oui, bien sûr, un postdoc, c'est un contrat à durée déterminée également Mhm. pour quelqu'un qui a fini sa thèse, de travailler dans une équipe de recherche, dans un laboratoire, normalement 6 mois ou un an, D'accord, en suivant des sujets de recherche spécifiques. d'accord, très bien. Donc, tu as pour projet de postuler donc pour des postdocs après ta thèse. Oui, Et ensuite, est-ce que tu as d'autres projets, peut-être pour un futur plus lointain ou des ambitions particulières? oui, pour un futur plus, plus long, je vais candidater pour des postes enseignant-chercheur ici en France, a priori. Et je sais pas trop où ou dans quel domaine, mais ce sera assez proche de ce que je fais en ce moment. Voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi te parler de ton rapport à la langue française. Et j'aimerais savoir, alors, comme on l'a dit tout à l'heure, avant d'arriver en France, tu avais appris avec moi intensivement le français pendant 7 mois. Tu avais d'ailleurs un assez bon niveau pour 7 mois d'études. Tu avais vraiment extrêmement bien travaillé. Et, mais quand tu es arrivé en France, je suppose que tu t'es rendu compte que tu ne parlais pas encore couramment le français, que c'était assez difficile. Comment tu as fait au fil des années pour euh, améliorer ton français, non seulement durant tes études, mais surtout au quotidien? Est-ce que tu as eu des habitudes particulières pour améliorer ton français? Ben, tout d'abord, merci encore à toi pour les 7 mois avant mon arrivée en France. Ça m'a très bien aidé. Mais oui, c'est vrai que dès, dès mon arrivée en France, à Paris, ça m'a choqué un petit peu la vitesse que les gens parlent euh, le français ici. Hum, Au sujet des habitudes quotidiennes que j'emploie pour améliorer mon français,
Par exemple, j'ai toujours avec moi sur mon téléphone, par exemple, un bloc de notes pour noter des mots français que je trouve intéressants ou Utile. original ou utiles, voilà. Mhm, mhm, Euh, avec une traduction ou une explication, bien sûr. Mhm, soit en français, mhm. soit en anglais ou vietnamien. Très bien. D'accord. Donc, prendre des notes de vocabulaire dans ta vie afin de noter des mots, voilà, qui t'intéressent, des mots utiles, des mots qui peuvent servir ou des mots que tu aimes bien, des mots originaux. D'accord. Oui, Donc ça c'est ça. serait une première habitude à prendre. D'accord? Oui. Deuxièmement, mon perso, j'aimerais bien essayer de parler le français avec mes amis et amis français françaises, même si ça m'a mis un petit peu mal à l'aise au début. Parce que je sais que je n'ai pas maîtrisé bien le français. Mais dans la plupart du temps, ils sont très gentils, très sympas. Et ils m'ont très bien aidé. D'accord. Donc là, ce serait donc, tu as essayé d'interagir en français avec des Français malgré ton malaise au début parce que tu ne maîtrisais pas bien la langue, donc tu n'étais pas très confiant. C'est ça. Oui, exactement. D'accord. Enfin, est-ce que tu as des contacts particuliers avec la langue française hors études? Tu disais par exemple que tu lisais aujourd'hui des romans en français ou des livres, peut-être de la musique, des artistes, je ne sais pas. Hum, Donc, personnellement, je le dis en français. Et, mais pour un contact plus personnel et liant à mon identité, j'écoute aussi des podcasts en français. Par exemple, il y a un podcast en français qui est extrêmement bien. Il s'appelle Kif Taras. Mhm. Et ça, c'est un podcast qui parle de, des problématiques liées liées à la question de race. Donc, c'est-à-dire que ça touche très bien à mon identité vietnamienne parce que en étant un étudiant étranger en France, parfois je ressens déraciné un petit peu. Et en écoutant d'autres gens parler ce genre de problème, ça me permet de regarder à l'intérieur de mon identité et, et de me calmer. Et ce déracinement dont tu parles, euh, tu le ressens dans quel moment de ta vie? Est-ce que tu pourrais donner des moments ou des exemples pour nous faire comprendre quand en particulier tu ressens ce déracinement ou peut-être à quel moment aussi? Un type d'exemple, je dirais par exemple au moment de la saison festive, à la fin d'année par exemple, pendant le Noël, comme toutes mes amis français et françaises, ils vont chez eux pour fêter les fêtes avec leur famille. Et, et moi et d'autres étudiants étrangers, nous sommes restés à Paris. Et par exemple, au Vietnam, avec ma famille, on n'a pas vraiment fêté le Noël. Donc, pour moi, la saison
je me demande un petit peu la valeur de cette saison festive, parfois. Mhm. Voilà. Ou sinon, après une semaine intensive d'écrire en français et en anglais, que j'utilise rarement le vietnamien, au week-end, je me demande aussi comment va ma langue maternelle après ces- cette période. Et est-ce que ta langue maternelle, tu continues à la maintenir, ou alors tu as l'impression un peu de la perdre? Euh, J'appelle souvent ma famille au Vietnam et on parle en vietnamien. Donc ça m'aide beaucoup. Je lis aussi des livres en vietnamien Et est-ce que pour tu as que aussi, je ne perds pas. est-ce que Pardon. tu as aussi des amis vietnamiens à Paris? Oui, oui. Euh, à l'ENS, il y a 5 ou 6 étudiants vietnamiens, D'accord, je- principalement maths et info. d'accord. Très bien. Excellent, c'était très intéressant. Nous allons passer donc à la dernière partie du podcast, hein. Ce sont des conseils. D'accord? Donc, notez que ce sont des conseils personnels à partir de l'expérience de qui? D'accord? Et il va essayer de donner des conseils, donc à vous, chers étudiants, qui souvent êtes intéressés par des études à l'étranger, des études en France. Alors qui, si tu pouvais nous donner quelques conseils sur plusieurs aspects de la vie en France pour peut-être aider les étudiants à y voir un peu plus clair. D'après mes expériences modestes et personnelles, peut-être l'un de mes conseils sera de se renseigner le plus possible sur les démarches administratives et le cursus que vous allez poursuivre en France. Mhm. Par exemple, si les cours seront en français seulement, ou il a une possibilité de les suivre en anglais. Après, il y a aussi des démarches administratives très importantes concernant le titre de séjour pour les étudiants étrangers. Et enfin, l'autre démarche, par exemple, comment ouvrir un compte bancaire, comment avoir la carte vitale pour l'assurance maladie et également le transport public. Ça, c'est tout à fait des sujets principaux. Mhm. Des sujets de la vie quotidienne, mais essentiels pour vivre en France. Oui. Ensuite, est-ce que tu aurais des conseils sur le plan de, je sais pas, peut-être de l'adaptation à la vie française, aux Français? Donc, concernant cet aspect d'intégration, je dirais que ce sera plutôt personnel. Donc, c'est-à-dire, pour certaines, ce sera plus facile que pour les autres. Donc, mon conseil modeste concernant ce sujet sera que, en tant qu'étudiants étrangers, c'est sûr que notre vie étudiante en France sera difficile parce que
on n'est pas français, il a beaucoup de problèmes à gérer, notre scolarité aussi. Mais n'oubliez pas que à l'université, il y a des gens qui sont prêts à nous aider. Il y a des associations, il y a des professeurs, il y a des amis français et des amis étrangers, d'autres pays aussi. Et donc, n'hésitez pas à demander l'aide si vous en avez besoin. Excellent. Très bien. Enfin, peut-être un, peut-être une recommandation pour des étudiants qui, qui hésitent entre... J'ai beaucoup d'étudiants, tu vois, qui, en ce moment, parfois ils hésitent. Ils se disent, est-ce que je dois rester dans mon pays, au Vietnam, parce qu'ils se posent justement les questions que tu soulèves ici, la peur de ne pas pouvoir s'intégrer. Certains sont très renseignés aussi sur la précarité étudiante et ils ont peur d'aller en France et de devenir précaires. Et en même temps, ils ont cette curiosité, cette envie d'avoir une expérience à l'étranger et peut-être qui va beaucoup les enrichir pour leur vie. Qu'est-ce que tu dirais à ces étudiants qui sont hésitants? Donc, je dirais que au bout de compte, ce sera un choix personnel. En évaluant euh, ce que vous aimerez, ce que vous aimeriez obtenir après vos séjours en France. Par exemple, dans mon cas, j'ai beaucoup hésité au début aussi, parce que je me suis renseigné sur la vie quotidienne en France, à des étudiants étrangers. Mais j'aimerais tenter ma chance et essayer un environnement qui est différent de celui qui m'est habitué au Vietnam. Bien sûr, il y a toujours le risque qu'on ne peut pas s'adapter et ça tourne assez mal. Tu connais, par exemple, des cas, tu as déjà vu des cas où des personnes n'ont pas réussi du tout à s'adapter? Oui, malheureusement, j'ai vu certains cas, même ici à l'ENS, Mhm, des étudiants étrangers qui ne pouvaient pas s'adapter mhm, et après 1 ou 2 ans d'études, ils devraient rentrer chez eux mhm, dans leur pays mhm, d'origine. mhm. Voilà. Donc, oui, pour répondre sur ce point de risque, je dirais ce sera un risque qui mérite une contemplation. Si euh, ça vous apportera des chances de grandir personnellement. Par exemple, si vous avez une chance euh, de poursuivre vos études dans des universités françaises de bonne qualité, ou si le sujet, le professeur, le domaine
vous intéresse, ce sera aussi des facteurs Hmm. à tenir compte dans le processus d'évaluation. Excellent. Guy, merci à toi pour cet entretien et merci de nous avoir partagé autant de choses sur ta vie, sur la vie étudiante en France et sur ton beau parcours. Moi, je suis très fier de voir à quel point tu réussis en France, malgré, je connais très bien le statut précaire des étudiants et te trouve très courageux. Et je me souviens, il y a 6 ans, quand on commençait à peine le français ensemble, et aujourd'hui, t'interviewer en français alors que tu es en train de finir ta thèse dans une des plus grandes écoles de France, c'est vraiment une très grande fierté pour moi de t'avoir aujourd'hui et je pense une grande source d'inspiration et de réflexion pour nos étudiants. Tu veux dire un dernier mot? Merci beaucoup à toi, Mathias. C'était avec un grand plaisir de te revoir et de te parler de ces sujets aujourd'hui. Et, euh, et j'espère que ça aidera un petit peu des pratiquants français avec ton podcast Français Minute. Merci à toi qui. Voilà, notre podcast touche à sa fin maintenant. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à rencontrer qui, à mieux le connaître et surtout à pratiquer votre français avec nous. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour l'épisode 2 dans lequel nous rencontrerons une nouvelle personne en français facile. Bonne pratique à vous. Au revoir qui. Au revoir, Mathias.